Alors, bienvenue sur We Have a Dream. Alors, aujourd'hui, je suis avec Duckin et sa fille Eléa, que j'avais déjà interviewé sur le fait d'être un papa moine et d'avoir un papa moine. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la façon particulière, centrée sur la communication et la co-construction, dont Duckin a élevé ses filles. Et donc, Eléa a connu donc une éducation un petit peu particulière, extrêmement basée sur la communication, le dialogue. Et voilà, qu'il nous explique un peu comment ça fonctionnait à la maison. Oui, donc du coup, en fait, à la maison, nous, on a vraiment grandi dans une dynamique où on basait tout sur la communication et sur le fait que notre parole avait autant de valeur que la parole des adultes. Donc on pouvait être toute petite et en fait, tout ce qu'on avait à dire avait autant de poids et autant d'importance que ce que pouvait avoir à dire notre père ou notre mère. Simplement parce que nos parents sont partis du principe que un être humain, tout être humain a des choses à apporter et que chaque être humain a des choses à apporter à l'autre et vice versa. Et donc c'est pas les parents qui élèvent les enfants, mais on s'élève mutuellement, on s'élève dans le sens on s'élève mutuellement. Et donc pour moi ça a été vraiment très important et je m'en rends compte maintenant plus parce que quand j'étais petite, pour moi c'était normal. Et maintenant, je me rends compte vraiment que c'était assez particulier en fait comme façon de fonctionner et que ça a vraiment, moi, ça m'a vraiment permis de grandir et de m'affirmer et d'affirmer mes choix et de voir qu'en fait, j'étais vraiment aussi une personne à part entière qui pouvait donner son avis. Parce que, par exemple, quand on était toute petite, si on avait une décision à prendre ensemble, eh ben, on pouvait se poser, on discutait et nous, ce qu'on avait à dire, moi et ma sœur, eh ben, c'était autant pris en compte que ce que pouvait avoir mon papa à dire par exemple et c'était pas juste écouter et ensuite c'est les adultes qui prennent la décision, c'était vraiment on écoute tout le monde et chacun a la même voix et a le même pouvoir de parole quoi. Donc pour ça c'était vraiment agréable et je me rendais compte que quand j'allais à l'extérieur que je me retrouvais avec des copains, des copines, avec d'autres parents et qu'ils étaient dans la dynamique de c'est les adultes qui décident et vous suivez ce qu'on dit et faut respecter les règles qu'on vous donne. Je supportais pas en fait. J'étais insupportable avec les autres parents juste parce que pour moi, s'il y avait pas de communication et qu'on pouvait pas négocier, ça avait aucun sens de me donner des règles. Et donc j'ai eu plusieurs fois des parents qui comprenaient pas, qui disaient mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle veut pas, elle est mal élevée cette fille, alors que moi j'étais juste là mais non, moi on m'a jamais dit que vous aviez autorité sur moi, alors vous avez certainement pas d'autorité sur moi. Moi, je fais pas comme ça à la maison et je vois pas pourquoi je devrais faire ça comme ça ici. Et il y a des adultes pour qui ça a été très dur en fait de savoir nous prendre parce que du coup, surtout moi, on avait pris une façon de faire tellement différente que quand quelqu'un essayait de nous imposer des choses, c'était très compliqué. Merci Eléa pour ce très beau partage. Oui, je me souviens des réactions des adultes, c'était difficile pour eux de comprendre ça. En fait, ce qui me vient là, c'est vraiment intéressant ce sujet. Ce qui me vient aussi, c'est que je crois que votre mère et moi, on a toujours eu conscience qu'en fait, un être humain qui arrive, qui s'incarne, arrive déjà avec beaucoup, beaucoup de sagesse, des vies et des vies derrière, que ce soit, si on croit à la réincarnation ou pas, ou que ce soit par rapport aux ancêtres même qui sont là. C'est pas une personne qui arrive avec rien, en fait. Elle véhicule énormément de choses. Donc dès le départ, c'est considéré que l'être humain qui arrive là, c'est un être humain avec qui on va avoir à cheminer ensemble, on va collaborer ensemble, on va apprendre ensemble. Voire même, moi j'avais tendance à penser que nos enfants sont nos maîtres en fait, ils nous enseignent une nouvelle façon de voir le monde. Parce qu'ils arrivent après nous, ils ont quelque part, c'est une nouvelle vague d'énergie en fait. Et donc je pense que les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que ceux qui arrivaient il y a 50 ans. Il y a une conscience différente, parce que le monde a changé aussi. Et donc, pour moi, elle pouvait nous guider sur un chemin, nous faire comprendre des choses. Ne serait-ce que parce qu'elles vont nous confronter à nos limites, à nos émotions, à nos difficultés. Je pense à Lucia qui a fait beaucoup, beaucoup de colère quand elle était petite. Pendant 2 ans, non-stop, c'était une initiation pour nous extraordinaire, à condition de l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on se ferme, on se rigidifie et on détruit l'enfant. Puisqu'il y a qu'en le soumettant qu'on arrive à survivre. Mais si on accepte qu'il est là pour nous enseigner quelque chose de notre propre histoire, de l'histoire de nos ancêtres, en fait, on va transformer ça ensemble. Et on va construire ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant.
L'autre chose aussi qui me vient, c'est que moi, enfant et adolescent, surtout, j'ai énormément souffert de la relation avec les adultes qui étaient incapables de m'écouter, de simplement essayer de me comprendre. Ayant perdu mes parents très tôt, les gens qui m'ont élevé après, en particulier ma grand-mère et tous les gens qui étaient autour, personne ne s'est jamais assis en me disant raconte-nous, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu aimerais faire, rien, jamais. Donc c'est aussi quelque chose qui était fondamental pour moi, c'était d'offrir un espace d'écoute, de compréhension à mes enfants. Ça, c'est sûr que c'était très important. Et l'autre élément qui m'est venu en souriant, en repensant au Prunier, c'est qu'aussi cette façon d'être ensemble génère une confiance très profonde à l'intérieur de soi et dans la relation. Et ce qui fait que les filles, entre guillemets, quand elles voulaient transgresser, par exemple, ou quand elles voulaient passer un peu au-delà des limites, même quand elles étaient au Prunier en tant qu'adolescentes, elles venaient me voir. J'étais le seul parent qu'elles pouvaient venir voir pour dire, bon voilà, là, papa, on va se retrouver avec les garçons, voilà, parce que de toute façon, il faut. Je dis oui, c'est normal, à cet âge-là, on ne peut pas faire autrement, même si c'est interdit, qu'il y a 25 km entre les deux. Bon, mais ils vont arriver vers 10h30 ce soir. Ouais, on est un peu coincé. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et moi, on s'asseyait, on discutait. On dit, bon, alors, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, oui, tiens, il y a une maison en construction pas loin, là, qui appartient à une membre de l'Interêtre. Bon, ça, faut pas le mettre dans la vidéo, hein, mais bon. Si, c'est pas grave. Et donc, j'aurais dit, là-bas, vous seriez bien, parce que c'est pas très loin du village. En même temps, vous êtes à l'abri. Et donc, comme ça, quand les gars sont arrivés dans la nuit, elles ont embarqué tout le monde là-bas, elles ont dormi là-bas. Et personne n'a jamais su, à part moi. Ou bien partir en stop pour aller voir le feu d'artifice à Duras. Mais parce que je sais que c'est très important aussi de pouvoir transgresser dans de bonnes conditions. Et qu'on le faisait en complicité, parce que j'avais confiance dans les filles aussi, et qu'elles avaient confiance en moi. Elles savaient aussi que... Et je pense que pour vous, c'était aussi une sécurité. En fait, tu sais que tu peux transgresser, mais dans la limite de ce qui va pas menacer ton intégrité, en fait. Donc tu n'es jamais en danger, finalement. Je me souviens d'ailleurs de plusieurs fois où, par exemple, j'étais venue avec des copines à la maison. Et même mes copines, elles m'avaient dit, et les copains, ils m'avaient dit, mais c'est impressionnant, ton père, il est là, il est assis, t'étais assis avec nous à la table. Et ils ont dit, mais c'est impressionnant, ton père, il est là, et il nous écoute. Et en plus, on trouve ça cool, quoi. On avait 15-16 ans, et ils étaient là, on trouve ça cool que ton père il soit là, et qu'il nous écoute, et qu'il puisse partager avec nous. Ils étaient là, mais ça arrive jamais, normalement, les parents, c'est cassez-vous, on va être tranquille. Et là, non, c'était super agréable. Et c'est vrai que cette relation de confiance qu'on peut avoir, elle était vraiment agréable et posée. Et on sentait qu'aussi on pouvait avoir confiance mutuellement. C'était pas... nous, on avait confiance en toi sur le fait qu'on pouvait te partager des choses, qu'on pouvait te dire les choses, et ce qui était très agréable et ce qui permettait aussi justement d'avoir le sentiment d'être soutenu et de savoir qu'il y avait quelqu'un, il y avait un adulte qui était présent pour nous aider si on avait besoin, quoi. Pas que si on transgressait la loi et que personne ne le savait, après fallait tout cacher parce que on avait fait une bêtise et il fallait surtout que personne soit au courant. Là, on savait qu'on avait un soutien. Et puis je sentais qu'aussi toi, tu pouvais aussi avoir confiance en nous, du coup, sur ce que nous on allait faire. Et je me souviens d'une fois en Corse, justement, où on est parti, on a fait du canyoning une première fois avec un professionnel, et la deuxième fois on s'est dit on y retournerait bien, tout ça. Et en fait on est partis juste tous les deux. Et je me souviens de cette fois-là où tu m'as dit justement, j'y suis allée avec toi parce que je sais que je peux avoir confiance aussi en toi et qu'on peut se soutenir tous les deux. Parce que s'il y a un problème, on va savoir chacun s'aider l'un l'autre. Et c'est vrai que pour moi c'était fort, j'avais 14 ans et voilà, on savait qu'en y allant tous les deux, ça allait bien se passer parce qu'on pouvait avoir confiance l'un et l'autre. Et ça, c'était vraiment fort aussi, de pouvoir se le dire aussi, de se dire les choses. Pas juste sentir la confiance, mais juste pouvoir se dire aussi qu'on a confiance et qu'on peut faire les choses ensemble. C'était aussi une grande pratique, c'était toujours pouvoir communiquer les choses. Moi, je sais que quand je rentrais de l'école, je savais qu'il y avait une oreille attentive qui était là pour m'écouter et où je pouvais raconter tous mes déboires de l'école en rentrant pendant 1 heure et qu'il allait toujours m'écouter jusqu'au bout sur ce que j'allais dire, et c'était vraiment un grand soutien. Bon, comme vous voyez, on est très inspiré sur le sujet. Merci Simon. C'est vrai, ça fait remonter plein de souvenirs. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait des émotions un peu d'en reparler. Et oui, je crois que c'est tellement important parce que ce qui est intéressant aussi, par exemple, l'exemple de l'école, c'est que au lieu de mettre les filles, on pourrait dire, à l'abri
de l'adversité ou de la difficulté. Ce qui a été un peu à un moment donné aussi notre tentation. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être leur offrir, effectivement. On était à Auroville, par exemple, en Inde. À un moment donné, on a même pensé s'installer là-bas parce qu'il y a des écoles alternatives. Mais finalement, avec le recul, je vois que c'était très intéressant aussi qu'elle soit dans une école normale, un lycée normal. Bon, quand même plutôt sympa comme lycée, mais à la campagne. Et qu'elle soit confrontée à la difficulté, elle soit confrontée à des profs qui soient incapables d'écouter, qui soient pleins de jugements, qui soient stupides même certaines fois, parce que pris dans leurs propres difficultés. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être confronté à la vie réelle comme elle est, mais par contre quand tu rentres à la maison, que ce soit du côté de votre maman ou de mon côté, tu sens qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre, qui peut accompagner... Et qui va rester stable aussi, qui ne va pas non plus s'emballer par rapport au prof et du coup aller prendre un rendez-vous et capable de prendre un peu de recul aussi et de faire en sorte aussi que les filles fassent leur chemin avec ça. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on utilise ce matériau comme un substrat qui permet de construire. Et donc souvent, au bout d'un moment, Eléa ou Lucia commencent à se dire « Ok, oui, effectivement, je pourrais peut-être faire différemment ». Parce que la tendance est toujours de vouloir changer l'autre à l'extérieur, mais ça ne marche pas. Et même si je prends un rendez-vous avec ce prof et que je lui en mets plein la tête, il ne va rien se passer, ça va être pire. Donc c'est plus intéressant, c'est que les filles arrivent à faire un cheminement intérieur pour transformer et finalement aborder cette personne-là avec une énergie différente et voir que ça marche. Que tu peux même transformer une relation compliquée de cette manière-là. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était qu'il y ait cette sorte d'alchimie qui se produise en fait dans leur conscience et dans la mienne en même temps. C'est ça qui est riche. En tout cas, c'est sûr que ça a marché, ça, parce que en terminale, quand j'ai eu un prof avec qui c'était très très compliqué, le fait de pouvoir justement réfléchir et me mettre à sa place et me dire bon, qu'est-ce qui se passe en lui, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi réactif, ça m'a vraiment permis de lâcher prise, moi, et d'arrêter d'à chaque fois être très réactif sur ce qu'il faisait, sur ce qui s'énervait. À la fin, j'ai même réussi à finir en ayant de la compassion pour lui, en me disant bon, c'est quelqu'un qui souffre et je vais essayer de le soutenir et d'arrêter de taper dans ses difficultés parce que sinon on va jamais s'en sortir et on va finir vraiment sur une mauvaise année, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vrai que c'était très agréable aussi de réfléchir. C'est ce que je te partageais aussi la dernière fois, c'est que je sens vraiment aussi que je pouvais avoir une écoute sans avoir un avis derrière qui essayait de se glisser. Comme si quand on écoute la personne, on essaye de dire oui mais tu pourrais faire plus comme ça, tu pourrais faire comme ci. Là le principe c'était vraiment de nous écouter et en plus de nous laisser cheminer tout seul tout en nous donnant les billes pour cheminer, mais nous laisser vraiment faire notre propre chemin sans essayer d'influencer en fait. Et ça c'était vraiment agréable. Enfin ça l'est toujours d'ailleurs. Ouais, on continue tant qu'à faire. Et c'est réciproque aussi, hein, parce que tu as cette capacité aussi de m'écouter et de m'aider à cheminer. Et ce qui est intéressant aussi, je vois en t'écoutant, c'est que en tant que parent, ce qui n'est pas facile, c'est d'accepter de sentir ou de voir que nos enfants souffrent. Et en fait, souvent, la tentation première, c'est de vouloir résoudre le problème parce que comme ça, on va mettre fin à la souffrance, en fait. Et moi, j'ai essayé de faire différemment. J'ai essayé d'accepter, ok, elle souffre. Léa a beaucoup souffert, par exemple, dans certaines relations avec ses camarades pendant une période de sa scolarité. C'était douloureux de sentir qu'elle souffrait, mais j'ai, je crois, pu accepter cette souffrance parce que je savais que c'était une possibilité pour elle de se construire et de grandir. Donc, d'être là, d'écouter, de voir que ton enfant souffre, sans chercher à résoudre le problème, c'est une posture qui n'est pas facile pour un parent, mais pour une personne en général, mais c'est ça qui est vraiment aidant, en fait. Et d'accepter aussi de regarder que moi, ça me touche, que moi, ça me fait souffrir, que moi, ça va me toucher aussi dans mes propres difficultés, blessures d'adolescents qui ont été maltraités ou malmenés comme ça. Donc, je prends ma part et je laisse l'autre faire son chemin avec ça et arriver à sa propre résolution, en fait, par rapport à la situation. Ça, c'est vraiment une clé intéressante. Alors, merci beaucoup pour ce partage. Alors, on sent l'amour qui est entre vous. Je trouve, en vous écoutant, là, je le sentais. Et comment ça se passait quand il y avait à la maison des conflits, du coup, quand vous n'étiez pas d'accord? Ça arrive, évidemment, entre un père et une fille. Comment ça se passait? Comment c'était géré, du coup? Les conflits, peut-être pas conflits, les désaccords. Comment les désaccords étaient gérés? Je sais pas, en même temps, j'ai pas beaucoup de souvenirs de conflits ou de désaccords qu'il y a pu avoir. J'en ai eu plus pour le coup avec ma maman qu'avec toi.
Mais je sais que certains conflits qu'il y a eu, c'était surtout beaucoup entre toi et Lucia d'ailleurs. Et je sais que souvent ce qui se passait, c'était que du coup je vais parler ce qui se passait avec Lucia, parce que moi j'ai pas trop le souvenir, j'étais plutôt d'avoir eu vraiment des désaccords. Mais on laissait filer, c'est-à-dire que le conflit se passait, du coup ça pouvait un peu s'élever, dans l'émotion en fait ça pouvait pas fonctionner. Donc on laissait passer, ensuite on laissait couler. Je me souviens souvent, ils allaient faire un tour, tu vois, chacun de leur côté. Et le fait est que ensuite, moi je me souviens de plein de fois où tu es remonté dans la chambre, tu es allé voir Lucia, et là ça se terminait en excuse-moi papa, je me suis un peu énervée, et vice versa. Et des fois c'était l'inverse aussi, et chacun pouvait aussi s'exprimer et dire ce qui s'était passé, et puis se faisait un gros câlin et pleurer un bon coup, et puis après ça passait. Je pense que ce qui était important, c'était de pas alimenter le désaccord sur le moment, mais bien de prendre le temps de laisser couler, de laisser se reposer, et ensuite de pouvoir en rediscuter et de pouvoir se mettre d'accord. Et je me souviens d'une fois où, effectivement, si on a eu un désaccord où vous vouliez me couper les cheveux, surtout ton ancienne compagne voulait me couper les cheveux, et je voulais pas, mais pas du tout. Et on a passé, cette fois-là, c'était la pire, on a passé... Il y avait des poux. Oui, parce qu'il y avait des poux, mais nous, on voulait pas couper les cheveux, et j'ai passé je sais pas combien de temps sur le canapé, comme ça, à dire non, je veux pas. Et Lucia, pareil, en fait, j'ai fini par... je savais tellement plus quoi faire que j'ai fini par courir dans ma chambre et m'enfermer. Et au final, Lucia m'a pas suivie, et du coup, elle s'est fait couper les cheveux parce que toute seule, elle a pas réussi à résister. Et derrière, je sais plus comment ça s'est fini d'ailleurs, mais je crois que t'es revenu me voir et t'as dit bon, on va en parler, on va voir ce qu'on fait. Mais je me souviens que ça avait été... Je crois que c'est la fois la plus compliquée finalement au niveau du désaccord qu'il y a pu avoir entre tous les deux. Et puis... Mais à l'inverse, je sais que par exemple, pour certains conflits que j'ai pu avoir, désaccords que j'ai pu avoir avec ma maman, ou notamment une fois où j'étais ado et dans un camping, et qu'effectivement j'ai un peu dépassé le couvre-feu et je suis rentrée, j'étais pas très, très nette. Et en fait, ma maman est devenue en panique. Enfin, elle a fait une crise de panique parce qu'elle m'a pas vue le matin et qu'elle a eu super peur. Et ça, là, on a vraiment entré en conflit parce qu'elle était sur le coup de l'émotion, quoi. Donc elle a dit des choses, je pense qu'elle n'aurait pas dit si elle n'était pas en panique totale, mais c'est vrai qu'elle a paniqué. Et le fait, du coup, moi j'ai pu l'appeler papa justement en l'appelant en disant pourquoi je peux pas y aller. Et ça, c'était agréable aussi de sentir que finalement le fait d'avoir aussi des parents différents et des parents séparés, donc de vivre des choses différentes avec l'un et l'autre, je savais que s'il se passait quelque chose avec l'un, je pouvais appeler l'autre et vice versa, ce qui faisait que c'était aussi un soutien de sentir que, tout en sachant que mes parents étaient suffisamment proches tous les deux pour pas alimenter une sorte de pas alimenter un conflit entre eux, mais juste savoir qu'il y a une autre écoute de quelqu'un qui est pas dans le désaccord et qui va pouvoir aussi être là pour écouter et être extérieur à la chose, tout en voilà. Donc ça, c'était agréable. Merci Eléa. Oui, c'est aussi intéressant de voir que on n'arrive pas avec les mêmes choses les uns les autres. C'est vrai que la relation qu'on a eue tous les deux a fait que on n'a pratiquement jamais été en conflit ou en désaccord. Pourtant, Eléa est une forte tête. Il ne faut pas croire comme ça, mais elle a des idées très arrêtées, du tempérament, mais on a toujours réussi à se comprendre et à avancer ensemble. Alors qu'avec Lucia, on a tous les deux, je pense, un tempérament de feu, et elle particulièrement, qui ressemble beaucoup à ma maman. Et donc, ça a été très souvent électrique. Donc, ça pouvait s'enflammer très vite comme ça. Et là, c'est vrai que la pratique des pruniers, la pratique du renouveau en particulier, nous a beaucoup aidés. Alors que ce soit au village des pruniers ou après à la maison, c'est-à-dire cette capacité de reconnaître qu'on s'est enflammé, comme l'a dit Eléa, on se sépare pendant un moment, chacun digère ses émotions et puis on revient. Et là, on revient en reconnaissant, en ayant la capacité d'exprimer des regrets par rapport à ce qui s'est passé l'un et l'autre. D'abord exprimer notre amour et nos regrets, et puis finalement, très vite, arriver à une compréhension et une transformation. Et j'ai des souvenirs de renouveau qu'on a fait au village des Pruniers avec les adolescentes, avec les filles, en particulier Lucia, une fois, où il y a eu pendant 2 ans on va dire une tension qui était palpable entre elle et moi, à l'époque où elle était préadolescente. Elle était plutôt en rejet, c'était difficile, elle me repoussait beaucoup. Je suis resté présent, mais c'était vraiment douloureux. Et là, l'énergie collective du village des Pruniers, il y avait 50 personnes dans le Bouddha Hall au Hameau Nouveau. Et Léa est passée la première à venir faire le renouveau avec moi, puis Lucia l'a suivi en fait.
portée par l'énergie collective. Et elle a réussi à dire combien elle souffrait aussi d'être enfermée en elle-même et qu'elle s'en voulait énormément de me faire vivre ça, et que c'était douloureux pour elle. Et là, on a fondu en larmes les deux, et ça a été un moment de libération exceptionnel. Et il y a eu un avant et un après. Et après, on a pu vraiment réouvrir et se rencontrer à nouveau. Et je voyais cette petite bonne femme qui, malgré elle, qui souffrait de cette distance, mais qui n'arrivait pas à la transformer. Il y avait quelque chose, elle me disait, elle pleurait, elle disait, mais papa, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à aller vers toi, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et je te remercie, tu es toujours resté là, très présent, très solide, mais moi, je pouvais pas. Ça l'a dépassé, quoi. Et là, elle a pu exprimer ça. C'était un moment waouh, énorme. Et ça, c'est l'énergie collective qui a permis ça. À nous deux, on n'aurait jamais pu mettre des mots de cette manière-là, quoi. Parce qu'elle s'est laissée emporter par cette énergie d'amour qu'il y avait, et hop, elle a pu transformer ça. Et ça nous a libérés. Donc c'est important aussi l'environnement dans lequel, effectivement, on évolue et qui nous soutient et qui nous permet de résoudre les difficultés. Parfois, on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin d'aller avec des gens à l'extérieur qui vont nous aider. Voilà. Et il y a quelque chose aussi que je me suis souvenu, tu m'expliquais la dernière fois cette éducation que tu basais beaucoup sur les arguments aussi. Tu as toujours stimulé tes filles pour que si elles veulent quelque chose, quand elles veulent quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, une sortie, un portable, quelque chose, ça sera pas tout de suite, ça sera pas non tout de suite, ça sera d'accord, mais donne des arguments. Et on va expliquer un petit peu cette éducation en fait, qui est une éducation aussi à l'intelligence, à savoir dire pourquoi je veux quelque chose, à savoir un peu. Je peux commencer si tu veux. Maintenant, on est chaud. Je fais une petite entrée en matière, après tu continues. Vas-y. Juste pour dire qu'effectivement, on était beaucoup sur l'argumentation. J'étais très forte pour argumenter. À la fin, je pense que j'en voyais beaucoup. Simplement parce que justement, en sachant que on n'allait pas me dire non, mais qu'on allait me dire explique pourquoi, les raisons, tout ça. Dans ma tête, j'avais préparé toujours une liste d'arguments, et dès qu'il me disait un truc, je disais oui mais ça, tu vois. Et puis, et du coup, c'est vrai que c'était intéressant, et c'était agréable de sentir aussi que c'était jamais vraiment un non définitif, parce que non définitif, on en revient à dire que l'adulte, il a plus d'autorité et c'est lui qui décide. Si on part sur un expliquer, on en discute, dans ces cas-là, on part sur le fait qu'on est ensemble et qu'on est équitable. N'oubliant pas le fait que c'est quand même notre papa, que c'était quand même lui qui travaillait, que c'était quand même, que si on voulait quelque chose, par exemple, de matériel comme un téléphone portable, tout ça, ça avait aussi un coût. Et le fait est que nous, on était encore les enfants, que nous, on travaillait pas, qu'on gagnait pas d'argent. Donc il y avait aussi ça à prendre en compte. Mais on sentait qu'aussi, si on arrivait à argumenter suffisamment pour expliquer que c'était important pour nous et à quoi ça allait nous servir, etc., c'était possible. C'était pas un non catégorique, quoi. Parce que si on dit, c'est ça, si on dit un non catégorique, c'est comme si son imaginaire à lui de ce qu'il pouvait penser, de l'intérêt de ce truc-là, était plus important que ce que nous, on pensait de l'intérêt de ce qu'on voulait, par exemple. Merci Eléa. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, ça fait référence au désir, en fait. C'est-à-dire, nous sommes des êtres désirants, donc c'est normal qu'on ait plein de désirs. On a envie de plein de choses. Et c'est quelque chose à creuser. On peut pas simplement, pour moi, se construire en exprimant un désir et en ayant une réponse instantanée sur oui ou non par rapport à ce désir-là. C'est quelque chose qui nous construit, donc c'est quelque chose qu'il faut explorer. Donc cette idée, c'était pas argumenter pour argumenter, c'était juste que quelle est la nature de ton désir ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu poursuis en fait ? Quand tu rêves d'un portable ou quand tu rêves d'un cheval, tu rêves d'une sortie, quel est ton imaginaire ? Qu'est-ce que tu veux construire avec ça ? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça va t'apporter ? Dans quoi ça t'emmène ? Et de réfléchir ensemble pour voir est-ce que c'est sain pour toi ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va t'emmener dans une bonne direction ? Est-ce que ça va nous emmener dans une bonne direction ? Parce que moi, je suis impliqué aussi. Par exemple, Lucia a toujours rêvé d'avoir un cheval. C'était un truc... Donc, je lui ai donné la possibilité de faire de l'équitation très tôt. Je l'ai accompagnée. Et je me suis régalé aussi à partager ça avec elle. Puis elle en a fait aussi beaucoup. Mais je n'ai jamais pu réaliser son rêve de lui acheter un cheval parce que je sentais que si je le faisais, je ne me respectais pas. Parce qu'elle était encore enfant et donc ça voulait dire que c'était à moi de prendre la responsabilité du cheval. Et que moi, je ne sentais pas la capacité de m'occuper d'un cheval et l'envie de le faire. Et elle s'est revenue régulièrement et
je me suis aussi respecté, mais c'est pas devenu une source de conflit entre nous. C'est parce qu'elle arrivait à comprendre aussi que moi, j'avais pas cette capacité. Ça veut dire aussi que moi, si elle me demande des choses, j'accepte aussi de regarder quelles sont mes limites et peut-être mes fragilités par rapport à ça. Mais en tout cas, je trouve intéressant que y a une sorte d'éducation au désir, en fait. C'est la même chose que je faisais par rapport à moi. J'ai jamais eu de problème d'argent aussi parce que j'ai jamais utilisé l'argent de manière un peu inconsidérée. Ça a toujours été très posé, très réfléchi. Si je devais acheter un nouvel ordinateur ou si je devais organiser un voyage quelque part, j'essayais toujours de le faire dans un état d'esprit d'abord d'utiliser le minimum de moyens. Donc pas non plus être dans... Puisqu'on a de l'argent, on peut faire n'importe quoi. De le faire d'une manière vraiment responsable aussi. Et par exemple, ce qui me vient, c'est que quand les filles étaient petites, on a souvent été dans les vides-greniers pour acheter des vêtements, ou même des objets ou des livres. Et en fait, c'était la chasse au trésor. Et les filles ont adoré ça. C'est aussi un mode d'éducation. C'est-à-dire plutôt que d'aller dans le magasin, d'acheter du neuf, de dépenser de l'argent, etc., on arrivait au vide-grenier, elles avaient 10 euros, 20 euros, et elles allaient elles-mêmes acheter leurs propres vêtements, leurs propres livres. Et là, c'était la fête, quoi. Elles rentraient, elles disaient « je me suis trouvé une super robe, des chaussures à 3 euros. » Et Léa, du haut de ses 8-9 ans, elle allait négocier avec les gens pour avoir sa paire de chaussures à 2 euros au lieu de 3. Et c'était une victoire. Ça, c'était des moments aussi. Et c'est resté, ça. C'est un truc où les filles, aujourd'hui, elles ont l'habitude de vivre aussi la sobriété heureuse, on pourrait dire, comme Pierre Rabhi a écrit un livre là-dessus, dans la simplicité, en fait. Et ça, j'en suis très heureux aussi. Et ça correspond à ma vie de moine d'aujourd'hui aussi. Puis je me rends compte aussi que finalement, en argumentant souvent avec toi, on s'est beaucoup aussi finalement rendu compte que ce qu'on voulait, les désirs qu'on avait, ils n'étaient pas forcément si importants ou on n'en avait pas forcément autant besoin. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où on voulait un scooter avec Lucia. On voulait absolument un scooter parce que c'est vrai qu'on habitait dans un endroit qui était assez reculé, perdu. Et on s'était dit, on veut absolument un scooter pour pouvoir être autonome, quoi. Et finalement, en fait, il nous a pas dit non, mais il nous a expliqué un peu que ça pouvait lui faire un peu peur, mais que, fallait juste on s'en occupe, qu'on y réfléchisse, qu'on se lance. Et finalement, on l'a jamais fait. Juste parce que, en nous laissant la possibilité de faire, mais en nous disant, débrouillez-vous, vous faites comme vous voulez, mais vous gérez, et ben en fait, on l'a pas fait. Alors que s'il nous avait dit, je vous l'achète, on fait ça, et ben on l'aurait fait parce qu'il aurait tout fait à notre place. Mais là, c'était... Faites-vous, débrouillez-vous, essayez de trouver, vous payez, je sais plus ce qu'on devait payer, on devait se payer soit le scooter, soit le permis, ou je sais plus quoi. Et ben en fait on l'a jamais fait et finalement on s'est rendu compte que on s'est bien débrouillé sans aussi, quoi. Du coup on faisait autrement, puis à la fin on faisait du stop pour se balader, enfin on faisait autre chose. Ah oui, l'exemple du scooter était vraiment un bon exemple parce que c'était, mais au début, oui, on vit dans le trou du cul du monde ici, il y en a marre, tous les autres ont des scooters, on peut pas se déplacer, surtout Lucie a été bien remontée, je pense, mais toi t'étais pas mal aussi. Et c'était devenu une montagne, ce truc de scooter, c'était devenu le truc, on pourrait pas survivre sans scooter, quoi. Et moi je suis resté très ouvert en disant, bon, ok, scooter. Alors votre mère était plus stressée encore que moi par rapport aux accidents, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents, ouvert, mais tu sais, en laissant le temps, en laissant le truc mûrir, en fait, en voyant, on avance doucement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, etc. J'avais même acheté des casques, je vous avais acheté des casques, parce que j'avais trouvé des casques sur un vide-grenier, justement, pas cher, et c'est drôle, parce que les casques sont toujours restés dans le garage, et j'ai jamais eu les scooters. Et au moment où elles ont pu le faire, au moment où vous auriez pu le faire, finalement, ça avait disparu, ce besoin de scooter, ça avait fondu. C'était très, très drôle, quoi. Et du coup, vous n'avez jamais été jusqu'au bout. Et aussi parce que, à chaque fois dans la démarche, c'était aussi les rendre responsables de ça. C'est pas le truc qui va vous venir tout cuit. À vous aussi de le construire, de vous renseigner, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, donc je disais effectivement, ce désir de scooter, finalement, il a fondu tout seul avec le temps. Et sans être réprimé. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ça ne fait pas des frustrations, ça ne fait pas des choses que tu gardes. Après, tu as l'impression que tu n'as pas pu t'épanouir. C'est plus un processus de maturation dans lequel j'ai engagé les filles aussi à être responsables, à regarder tout ce que ça implique en termes d'argent. Parce qu'il y avait ça, je me souviens, le prix de l'assurance, qu'elles mesurent vraiment toutes les conditions en fait, qu'il fallait mettre en œuvre pour ça. Et au fil du temps, finalement, elles ont mûri le truc et le temps a passé aussi, et puis les besoins sont plus tout à fait les mêmes, et hop, ça disparaît. Et
Ce qui a aidé aussi, c'est qu'on est allé en Inde en 2010. Donc les filles étaient encore... c'était à la même période, l'histoire de scooters. Et là-bas, on pouvait conduire des mobylettes et des scooters sans permis. Et là, j'ai dit, c'est l'occasion, profitons-en. Donc là, elles se sont éclatées. Et je pense que ça a transformé aussi ça. Et Léa voulait partager un peu là-dessus. Bah oui, c'est sûr que ça a transformé parce que je pense que dans l'envie d'avoir un scooter, il y avait l'envie d'être autonome, de pouvoir aller voir les copains. Il y avait aussi le fait d'être grand et de pouvoir conduire un scooter, quoi, d'être pouvoir conduire nous-mêmes. Et le fait d'aller en Inde et du coup de pouvoir conduire un scooter, enfin c'était des mobylettes du coup, d'apprendre sans permis. Je me souviens, on avait une mobylette, il y a un matin, tu nous as montré comment on faisait. Et puis après, on a passé la matinée avec Lucia à faire des tours. On faisait des petits tours, puis on faisait la mobylette. Et d'avoir cette possibilité-là d'être autonome et de se balader sans avoir le permis pendant, on y restait quand même 6 semaines en Inde, enfin 7 semaines, donc du coup, d'avoir vraiment le temps de tester la mobylette. Moi, je me souviens, j'avais 15 ans et j'emmenais les gens de 25 ans sur ma mobylette pour les emmener à la bibliothèque ou à la cantine, ou etc., quoi. Donc c'est vrai que c'était drôle et ça a fait fondre aussi cette envie-là en retournant, en se disant mais c'est bon, maintenant on sait conduire une mobylette, faudrait encore passer le permis, faudrait conduire un scooter, c'est moins drôle, on est obligé de mettre un casque, on est obligé de... Enfin, du coup, je crois que ça a aidé aussi à faire fondre ce besoin-là. Puis on a grandi et on s'est rendu compte que finalement, il restait que quelques années avant qu'on ait le permis et qu'ensuite on puisse être autonome avec une voiture. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un scooter et tout ça juste pour un peu de temps. Il y a eu aussi une possibilité de déménagement à ce moment-là, hein, d'aller plus en ville. Donc ça, le fait d'avoir un scooter, ça avait plus trop d'intérêt. Bon, finalement, on est resté à la campagne, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire autrement. On devenait assez grande pour pouvoir faire du stop, se débrouiller. On allait à la gare en vélo, enfin, on faisait d'autres choses. C'était bien. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que je me souviens de cette histoire en Inde, c'est qu'en fait, aussi, c'est toujours la même histoire de confiance, parce que conduire des scooters en Inde ou des mobylettes, c'est complètement la folie. Là-bas, c'est n'importe quoi, les gens conduisent n'importe comment. Et pourtant, on est allé faire des virées ensemble, et bon, parce que je leur ai montré comment les conduire. Moi, je passais devant, voilà, et on allait ensemble, et on a été dans des endroits où c'était un peu foufou d'aller conduire là-dedans, mais voilà, tu te sens libre, tu sens que tu peux expérimenter. Et l'exemple aussi d'aller habiter en ville, ça c'est un super exemple aussi. Parce qu'à un moment donné, toujours avec l'histoire du trou du cul du monde, là, dans notre campagne perdue, surtout Lucia, à un moment donné, elle n'en pouvait plus, quoi. Et donc elle voulait qu'on aille habiter en ville, qu'on déménage. Et ça tombait bien, j'avais vendu la maison, donc on a été jusqu'au bout, parce que finalement j'ai dit, bon, ok, allons visiter, où est-ce qu'on va en ville, à quel endroit ? On est allé voir le lycée, on est allé voir l'environnement, on est allé visiter des maisons, dont une qui nous plaisait à tous les trois, vraiment dans la banlieue de Nantaise. On était à 2 pas de finalement avancer sur ce truc-là. Bon, la maison nous a été refusée, je n'ai pas pu l'acheter. Et puis finalement, la vie a fait que on a pu louer la maison que j'avais vendue, la nôtre, rester dans la maison. Et avec le recul, mais vous étiez tellement heureuse de rester là finalement. Et elle me dit, mais heureusement qu'on est resté à la maison, c'était trop bien. Donc c'est marrant aussi de voir que des fois, tu as des désirs qui montent comme ça. Et si tu n'es pas brimé dans la possibilité de l'explorer, on est allé vraiment jusqu'au bout, finalement, tu te rends compte, est-ce que ça va vraiment être mieux d'être là-bas ? La maison était plus petite, parmi les immeubles. Finalement, on était tous très heureux de rester dans notre grande maison à la campagne. Mais parce que du coup, on a pu aller jusqu'au bout de l'exploration. Sinon, c'est comme un truc que tu gardes tout le temps. J'ai l'impression que mes parents, ils sont chiants, ils veulent pas qu'on bouge. Ça aurait été mieux. Et puis ça aurait été mieux si on avait été là-bas. Alors que là, finalement, on a vu la maison. En fait, non. En fait, on est mieux. On a une grande maison, un grand jardin. C'était mieux. Ouais. Voilà. Bon, il va bientôt être l'heure de manger, alors je sens que vous êtes bien lancés et tout, ça fait plaisir. Et moi, ce que ça me fait réaliser, ce que vous dites, c'est vraiment que en fait, quand il y a communication, les choses deviennent harmonieuses d'elles-mêmes en fin de compte. Et très souvent, c'est l'impression que ça me donne en fait d'écouter votre retour d'expérience, parce que en fin de compte, dans plusieurs exemples, tu aurais pu réagir en te crispant, en disant non, c'est moi qui décide, c'est tout, point barre. Et en fin de compte, ça aurait créé, comme tu expliques, quoi, des trucs pourris qui restent après dans la relation, alors que là, tout en fin de compte, ça agence bien, quoi. à quoi bon crier, quoi. Oui, peut-être juste un mot là-dessus. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça part de nos propres peurs en tant que parents, de nos propres difficultés. Et donc, on est fermé.
On n'est pas ouvert. Et en fait, si on arrive à ouvrir grand, le plus grand possible, même dans l'inconnu, qui va peut-être nous faire trembler un peu, nous apeurer, il se passe quelque chose. Il y a une transformation qui est possible. C'est ça qui est intéressant. Et aussi, l'autre aspect que j'ai découvert très souvent, c'est que si je veux qu'on avance ensemble dans la communication, il faut d'abord que je m'ouvre à ton espace, que je te rejoigne là où tu es. Donc moi, ma démarche, c'était toujours... Elles arrivaient avec quelque chose, c'est toujours je me pose et j'écoute et j'essaie vraiment de comprendre. Avec quoi tu arrives ? Quel est l'imaginaire que tu t'es fait par rapport à cette fête avec les copains à 13 ans, avec 30 copains invités à la maison ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc de rejoindre en fait la personne là où elle est. L'exemple qui me vient, c'est toujours le même, c'est celui quand Lucia est arrivée un soir en disant « Bon papa, en fait je fume ». Et donc, t'as ta fille qui a, je sais pas, 13-14 ans, 15 ans, 15 ans, qui arrive en me disant je fume. Donc c'est le truc, ça t'arrache le cœur. Tu te dis, j'ai pas envie que ma fille elle fume. Et d'être là et de pouvoir dire, ok, bon, tu fumes, mais voilà, merci de me le dire, c'est chouette. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fumes ? Voilà, j'ai besoin de me détendre, etc. Et en fait, après, de la rejoindre sur le banc à l'extérieur le soir, elle fumait sa clope et moi je fumais les étoiles. Et on a eu des super conversations, on a eu des moments d'échange à ce moment-là intimes tous les deux, parce que j'ai accepté qu'elle fume et je l'ai rejointe là où elle était quand elle avait besoin de fumer, c'est-à-dire des moments où elle pouvait se poser et on pouvait discuter. Et c'était magnifique. Alors qu'à l'intérieur de moi, j'avais pas du tout envie qu'elle fume, c'est évident, et ça me blessait quelque part. Mais je me suis dit, il faut passer par là, et si moins je réagis à ça, plus je peux l'aider en fait à avancer. Et peut-être à prendre conscience de ce que ça veut dire fumer, vraiment. Bon, merci beaucoup, on va aller manger. Bonne journée.